bienvenue sur le plateau de la Startup Factory à Casablanca pour cette première journée de formation intensive. Vous avez eu le plaisir de suivre à l'instant la formation de Ali Bensouda sur la concurrence et maintenant on va tout de suite passer à celle que Hichem Radouane va nous donner en direct de Tunisie. Il est le cofondateur du consortium Connectinov que je viens d'introduire et je vais tout de suite lui laisser la place. Est-ce que vous êtes avec nous, Hichem ? On est là, on est là. Oui, bonjour à tous. Très bien, on Merci vous pour entend. cette petite introduction. Donc aujourd'hui, on va attaquer dans la suite des formations que vous avez eues aujourd'hui, on va attaquer la formation autour du business model et pour parler plus spécifiquement de comment identifier parmi les modèles d'affaires existants celui qui convient le mieux à la fois au produit et au marché. Donc l'idée, c'est de voir le business model dans sa globalité, la notion du business model dans sa globalité, de manière à mieux adapter notre business model de chaque projet à ce qu'on est en train de faire, à nos compétences, à nos capacités, etc., à tout ce qu'on a effectivement pour faire en sorte que ça soit le mieux adapté. Il y en a beaucoup, on essaiera d'en regarder, d'en voir quelques-uns dans le cadre de cette formation-là. Et puis petit à petit, l'idée, c'est que vous imprégniez un peu de cette notion de business model de manière à pouvoir déterminer vous-même le meilleur qui soit le mieux adapté, tout comme l'innovation, tout comme votre produit, tout comme ce que vous allez faire comme proposition de valeur. Le business model, on peut innover, on peut trouver des solutions qui soient différentes par rapport à ce qui existe et créer notre propre business model ou adapter notre propre business model à notre projet et à notre marché. Donc, je vais peut-être essayer de me présenter rapidement pour vous parler un peu de Connectinov. Donc, Connectinov, c'est une structure d'accompagnement qui a pour vocation de détecter, d'accompagner et de valoriser l'innovation dans le domaine de la health tech sur les axes principaux que sont la e-health, la medtech et la biotech. On est basé entre Tunis et Marseille. On a un bureau à Tunis. On a lancé le premier incubateur 100% health tech en Tunisie depuis le 1er mai de cette année avec le soutien d'Expertise France. Et on est sur le point de lancer le pré-accélérateur 100% health tech aussi sur ces trois axes-là. L'idée, c'est d'aider à la structuration de projets innovants dans le domaine health tech tunisien et puis de les accompagner dans leur phase internationalisation et développement à l'international, notamment en posant un pied sur la région Aix-Marseille, donc les collaborations avec Startup Bricks, avec l'Emerging Valley, avec l'Emerging Mediterranean sont des axes sur lesquels on travaille énormément. Et je suis ravi de vous voir parmi nous aujourd'hui dans le cadre de ce bootcamp des deux rives. Alors, je vais commencer par une introduction qui est un peu lourde peut-être, un gros pavé qui a été lancé par Mike. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Porter, Michael Porter, ou ont été en contact avec Michael Porter dans le cadre de leurs réflexions. Donc, je vais vous lire cette phrase-là, ce petit paragraphe-là, parce que pour moi, c'est un élément assez important dans la réflexion du business model. Et je voulais commencer par ça et de vous montrer un peu l'avis que Porter avait autour de tout ce qui est business model avant de avant de rentrer dans les détails du business model. L'approche erronée de la concurrence qui caractérise les activités sur Internet s'enracine depuis toujours dans la langue utilisée pour en discuter. Plutôt que de parler en termes de stratégie et d'avantages concurrentiels, les dot-com, donc les nouvelles startups, ce qu'on parle nous de startups aujourd'hui, et autres acteurs de l'Internet parlent de business model. Ce changement de vocabulaire, apparemment anodin, en dit long. Au mieux, la définition du business model est floue, et on en discutera un peu plus en détail dans le cadre de cette formation-là. Le plus souvent, il semble se référer à une conception imprécise de la façon dont une entreprise fait des affaires et génère des revenus. Pourtant, avoir seulement un business model est bien trop insuffisant pour créer une entreprise. La génération de revenus n'a rien à voir avec la création de valeur économique et aucun business model ne peut être évalué indépendamment de la structure de l'industrie. L'approche du management par les business models invite aux erreurs de jugement et à l'aveuglement. C'est une phrase que je considère, moi, super importante. C'est un paragraphe que je considère super important. J'adhère totalement à ce que Porter est en train de dire. Et je vous invite tous à réfléchir dans le cadre de votre réflexion de business model, à intégrer un peu les notions qu'on va voir dans le cadre de la formation d'aujourd'hui et ne pas se focaliser uniquement sur le business model comme étant la génération de revenus uniquement ou comment faire rentrer du cash dans votre startup ou dans notre startup. La génération de revenus est certes un élément important dans la détermination du business model, mais ce n'est pas le seul élément. Et donc, il faut jamais dissocier la partie business model, il ne faut jamais la dissocier du reste de l'activité, du reste de notre vision, de notre proposition de valeur, de nos compétences et de nos ressources disponibles dans le cadre de notre projet ou de notre startup.
Donc, ce pavé a été lancé par Porter en 2001, au moment où la bulle Internet était sur le point d'exploser. Et pour moi, ce constat reste vraiment d'actualité aujourd'hui. Je vous invite tous vraiment à faire super attention, à ne pas faire les erreurs de jugement et à ne pas se concentrer uniquement sur la partie business model, telle que beaucoup la définissent comme étant la source ou les sources de revenus de notre projet. Donc, la définition que Porter a donnée effectivement dans le cadre de son projet, c'est décrit les principales, le business model ou le modèle économique décrit les principes selon lesquels une organisation crée, délivre et capture de la valeur. Beaucoup voient ça comme étant la façon avec laquelle on va facturer nos clients. C'est vrai que c'est une partie importante du business model, mais ce n'est pas la seule partie et ce n'est pas la seule vision qu'on doit avoir dans la réflexion autour de ce qu'on appelle modèle économique ou business model. Pour moi, il y a plusieurs éléments qui sont importants dans le cadre de la réflexion autour du business model. Et on va essayer un peu de les résumer dans un schéma, même si ce n'est pas forcément simple de résumer le business model en une seule slide, mais on va essayer, sur cette première slide de présentation, de résumer un peu les différentes composantes du business model d'après moi et d'après ce que beaucoup d'économistes voient aujourd'hui. Donc, on a en fait dans notre projet, on a trois axes, trois piliers principaux sur lesquels on se base. Et c'est principalement l'offre de produits et de services que vous voyez à gauche du schéma. On a des ressources et des compétences qu'on pourrait déployer, qu'on peut déployer ou qu'on doit déployer. Et sur la base de ces deux-là, on définit un peu le choix des activités dans la chaîne de valeur et le positionnement par rapport à un réseau de valeur dans le cadre de notre activité. C'est-à-dire, on a une chaîne de valeur, on a une proposition de service, une offre de produits ou de services, une proposition de valeur à proposer. Et puis, on a des ressources et des compétences qu'on pourrait déployer ou qu'on devrait déployer pour pouvoir faire ça. La partie offre de produits et de services, ça va être la partie qui va nous générer notre structure de revenus. Donc, nos revenus vont être générés de notre proposition de service. Notre choix des activités sur la chaîne de valeur va entraîner des structures et des coûts en relation, bien sûr, avec les ressources et les compétences qu'on va déployer. Et puis, notre marge va un peu découler de ces deux éléments-là, qui est la différence entre la structure de revenus et la structure de charge. Donc, à partir de là, c'est toute une composante et toute une activité, une réflexion à avoir autour de ces trois composantes de base, que sont l'offre de services, les ressources et les compétences disponibles au sein de la société et les activités sur lesquelles on va se positionner sur notre chaîne de valeur, qui vont faire en sorte que la réflexion autour du business model devra s'articuler. Il y a une proposition de valeur, il y a une architecture de valeur. Donc, on a d'un côté notre proposition de valeur de notre activité, on a une architecture de valeur qui va nous permettre un peu de délivrer cette proposition de valeur à nos clients, et on a le modèle économique. Et pour moi, le business model, c'est la composante entre ces trois actions-là. On ne peut pas réfléchir uniquement revenus et charges, ou encore pire, revenus uniquement dans le cadre de notre modèle économique. Il va falloir réfléchir sur ces trois aspects-là et faire en sorte que ces trois aspects-là soient équilibrés dans le cadre de notre réflexion autour de notre business model. Cette réflexion-là, on peut la résumer dans le business model Canva. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû travailler sur leur business model Canva. Ce n'est que le résumé un peu de tout ce qu'on a vu et ça permet un peu de voir toutes les composantes de notre business model. J'insiste sur le fait que ce n'est pas uniquement la partie flux de revenus qui définit notre business model. Notre business model s'articule autour d'une proposition de valeur au centre, au cœur de nos activités, de notre activité ou de notre projet. Elle se concentre autour d'un segment de clientèle et avec la relation qu'il y a entre les deux, que ce soit en relation de fidélisation ou de captation de ce segment de clientèle ou en termes de canaux de distribution. Donc ça, c'est la partie droite de notre business model Canva. De la partie gauche, on va définir les activités clés, les partenaires clés et les ressources clés qui sont nécessaires pour délivrer justement cette proposition de valeur. D'un côté, on va générer des flux de revenus, d'un autre, on va générer des coûts. Et puis l'important pour assurer la survie de notre société, c'est d'essayer d'équilibrer un peu entre ces flux de revenus et cette structure de coûts de manière à générer de la marge, donc avoir des flux de revenus qui sont supérieurs aux coûts qu'on est en train de mettre en œuvre ou de dépenser pour mettre en œuvre notre activité, notre société, notre projet. Je vous laisserai, on aura probablement, je vais essayer de faire rapidement la présentation de manière à pouvoir garder le plus de temps possible pour des discussions ouvertes et des questions-réponses ouvertes pour discuter un peu du business model.
Maintenant, essayons de voir un peu les différentes typologies de business model qui peuvent exister. Il y en a beaucoup. Certains sont assez classiques. Donc, le modèle économique classique d'achat-vente, ça reste un business model potentiellement possible pour les startups aujourd'hui, même s'il vaut mieux toujours innover et chercher des business models légèrement différents. Il y a le modèle du low cost, qui est le modèle économique qui casse un peu les prix et qui se positionne comme étant une proposition de valeur équivalente à ce qui existe, mais avec un prix inférieur. Il y a tout ce qu'on appelle la désintermédiation. C'est le modèle économique qui a été facilité par Internet et que tout le monde fait aujourd'hui. On en verra quelques exemples sur la slide suivante. Le commissionnement, qui est le modèle économique des comparateurs sur Internet, c'est-à-dire qu'on se positionne comme étant un intermédiaire quelque part qui permet de connecter deux parties et qui touche une commission sur les revenus générés grâce à cette mise en relation. Il y a l'abonnement qui est un modèle économique des journaux à la base et qui était exporté au e-commerce ou au commerce électronique ou à Internet en général. Il y a le modèle du financement par la publicité, donc le modèle économique du gratuit. Et comme il y en a beaucoup qui disent quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc automatiquement, à partir du moment où quelque chose est gratuit, il y a forcément un modèle économique derrière. Et généralement, c'est la publicité ou la collecte de data qui permet de financer ce modèle économique-là. Il y a le modèle économique des enchères, et donc des salles de vente, qui a été démocratisé au site d'enchères en ligne et qui a modifié un peu la façon avec laquelle on peut faire ces enchères-là directement sur Internet. Il y a le freemium, qui est le modèle économique qui est mi-gratuit, mi-payant, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité, encore une fois, on verra des exemples après, on donne la possibilité d'utiliser une partie de notre proposition de valeur, de notre produit gratuitement, et puis derrière, il y a des fonctionnalités payantes si on veut avoir plus, si on veut trouver des solutions pour pousser un peu plus ou utiliser un peu plus la solution qui est mise en place, ben, il va falloir payer. C'est le modèle du freemium. Il y a le modèle de l'innovation permanente, ça veut dire qu'on cherche à capter le client, on attire le client au début par une innovation d'entrée, et puis derrière, on ne cesse d'innover, on améliore toujours la solution ou le produit qu'on propose à notre client de manière à vraiment s'accaparer ce client-là et se le garder pendant un certain nombre d'années, qu'il n'aille pas chercher une solution alternative chez la concurrence. Il y a le modèle de l'imprimante, ou maintenant le modèle du Nespresso, on dit, donc le modèle économique attractif où on attire le client avec un produit d'appel, et puis derrière, il y a du consommable, où il y a des choses supplémentaires facturées au client, de manière à ce que le client ne puisse pas changer une fois qu'il a acheté une première imprimante d'une certaine marque. Toutes les cartouches suivantes, il va être plus ou moins obligé de les acheter de cette marque-là, et donc ça fait un modèle économique qui permet un peu à l'imprimante de rentabiliser l'équipement qui a été vendu à la base d'une manière attractive ou à un prix attractif pour pouvoir le rentabiliser derrière avec les composantes, les cartouches ou les capsules Nespresso ou des choses comme ça. On va essayer de voir des exemples, de passer rapidement aussi des exemples de ces différentes typologies de business models. Il y en a d'autres, hein. Il y en a éventuellement d'autres business models qu'on pourrait trouver, mais on a essayé de se concentrer sur les plus classiques et les plus évidents qu'on trouve sur le marché. Donc, concernant le modèle classique, on peut citer la Fnac, qui même si elle a fait un site e-commerce, elle reste plus ou moins dans un modèle de business model classique. Vente, achat classique, même sur Internet, c'est les sites e-commerce classiques aussi. Il y a le modèle low cost, et le meilleur exemple, je pense, qu'on peut citer sur le modèle low cost, c'est Ryanair, qui a pris sa place sur le marché et qui a pu vraiment grignoter énormément de parts de marché aux compagnies aériennes classiques au travers d'un modèle low cost où on n'offre pas forcément le même service, mais par contre, on se positionne avec une gamme de prix bien inférieure à ce qui existe sur le marché. Et ça nous permet un peu de s'accaparer soit une partie des clients qui utilisent d'autres compagnies, soit des clients qui n'utilisaient pas du tout ou qui n'avaient pas les moyens d'utiliser les autres compagnies et du coup qui se rabattent sur Ryanair et qui ont créé un nouveau segment de clientèle qui n'était pas forcément présent avant l'arrivée de Ryanair. La désintermédiation, on peut citer Boursorama Banque, qui était une des premières banques digitales en France et qui a percé. Et aujourd'hui, c'est une des références sur le marché français, même s'il y en a eu beaucoup qui ont copié le modèle économique, mais Boursorama reste une des banques, notamment sur la partie bourse, un des intermédiaires boursiers les plus importants en France.
Il y a le commissionnement, l'exemple c'est Airbnb, c'est l'exemple des sociétés ou des startups qui proposent, qui sont une sorte de plateforme et qui proposent des mises en relation entre des prestataires de quelque chose et des clients qui cherchent ce service-là et qui permet, grâce à une base de données importante d'un côté comme de l'autre, de se positionner comme une référence dans le domaine et qui touche des commissions ou des frais sur cette mise en relation-là. Il y a le système de l'abonnement et Netflix, je pense que tout le monde connaît Netflix, c'est un des meilleurs exemples sur le modèle économique abonnement. On s'abonne à Netflix et on regarde, on a un forfait à payer tous les mois et puis on regarde ce qu'on veut sur la plateforme. On a accès à tous les produits de Netflix en payant un abonnement mensuel et qu'on regarde un film ou qu'on regarde 10, c'est exactement le même montant qu'on paye toujours. Le financement par la publicité, il y a Doctissimo, même si pour moi le financement par la publicité reste surtout dans nos pays, à nous, méditerranéens, quelque chose d'assez compliqué encore à mettre en place compte tenu de l'avancement. Il y en a qui ont réussi grâce à ce modèle économique, mais c'est assez rare et ça reste encore assez compliqué, à mon avis, de mettre en place dans nos pays, à nous, nord-africains. Donc Doctissimo, qui est une référence aujourd'hui en France, ou qui l'était en tout cas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, finance ses activités, n'a pas de modèle économique de revenus autre que par la publicité. Les enchères, tout le monde connaît eBay. Le freemium, Candy Crush, je suppose que beaucoup d'entre vous passent un peu de temps à jouer sur Candy Crush avec une partie qui est gratuite. On peut passer énormément de temps à jouer à Candy Crush sans payer le moindre centime, mais par contre, il y a des options payantes. On peut accélérer un peu notre avancement ou avancer un peu plus rapidement ou avoir plus de bonus et passer du coup les stages beaucoup plus rapidement grâce à des paiements qu'on ferait pour acheter des options complémentaires. Donc le freemium, c'est je vous attire avec une solution gratuite de base, des fonctionnalités de base, et puis si vous voulez avoir plus, il va falloir payer pour pouvoir avoir plus de choses sur ma solution ou sur mon produit. L'innovation permanente, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de sortir quelque chose d'innovant et puis de s'accaparer la part de marché et de fidéliser ses clients en sortant constamment de l'innovation, en gardant tout le temps de l'avance sur ses concurrents, de manière à être vraiment une solution meilleure sur le marché, qui propose des solutions autres que ce qui existe sur le marché et qui garde un peu sa base de clientèle dans une sorte d'environnement clos avec l'iOS. Quand on prend l'habitude de l'iOS, ben, c'est compliqué de basculer sur autre chose. Et c'est comme ça qu'on arrive un peu à garder les fidèles de Apple et à fidéliser pas mal de clients Apple qui sont aujourd'hui et qui ne jurent que par Apple et il est hors de question pour eux d'acheter autre chose. Le modèle de l'imprimante, comme j'ai dit tout à l'heure, ou le modèle de Nespresso aujourd'hui, c'est quand on vend un appareil ou une solution au démarrage à un prix très raisonnable et puis qu'on s'accapare après, on fidélise les clients ou on oblige les clients derrière à des utilisations de consommables ou de cartouches ou de capsules. Et du coup, le client, une fois qu'il a acheté la machine, c'est compliqué de basculer sur une autre, à moins de racheter une autre machine d'une autre marque. Et comme ça, on arrive un peu à avoir des revenus récurrents. Mais pour le démarrage, il faut vendre son produit ou sa solution à un prix très raisonnable pour pouvoir justement avoir le client et garder le client avec soi. Comment bien choisir son business model? C'est toujours compliqué, c'est une question compliquée, ce n'est pas forcément simple à trouver. Et comme je vous ai dit, je vous invite tous à réfléchir différemment et à essayer d'innover autour de votre business model, à essayer de trouver des solutions pour pousser au maximum la réflexion et se dire il y a un business model qui existe certes, mais comment faire en sorte que ce business model-là ou un mix de plusieurs business models soit le mieux adapté à mon projet, tout en tenant compte, encore une fois, ce n'est pas que les revenus, le business model, tout en tenant compte des ressources que j'ai disponibles, tout en tenant compte de la proposition de valeur que je vais faire et équilibrer mes coûts et mes revenus en prenant en compte tous ces éléments-là et tous ces aspects-là. Donc, un business model, ça passe par quelques points et quelques réflexions éventuellement à faire ou à trouver. La première chose pour moi, pour bien définir son business model et bien choisir son business model, c'est de trouver une adéquation entre la proposition de valeur et le segment de clientèle. C'est-à-dire qu'il faut bien segmenter ses clients. On peut avoir plusieurs business models dans le cadre de notre projet.
il ne faut pas généraliser, il ne faut surtout pas généraliser. Quand on a des segments de clientèle qui sont différents, on peut adapter notre proposition de valeur à ces segments-là. Et sur la base de l'adaptation de cette segmentation, de cette proposition de valeur segmentée, entre guillemets, on met un business model qui soit le plus adéquat au segment de clients et à la proposition de valeur qu'on a proposée. Donc pour ça, il faut vraiment faire une étude de marché, voir un peu qu'est-ce qui existe sur le marché que je vais adresser, bien segmenter sa clientèle, bien adapter son offre, de manière à ce que l'offre réponde exactement aux besoins de ce segment de clientèle-là. On a eu des discussions ce matin lors des workshops, des sessions de workshop avec quelques startups. J'espère que quelques-unes d'entre elles sont présentes. Et on a pas mal parlé de cette segmentation de clientèle, justement, et de l'adaptation de l'offre et de la manière avec laquelle on communique et on propose notre proposition de valeur, justement, à ce segment en particulier. Et donc, à partir de là, à partir du moment où j'ai segmenté ma clientèle et j'ai adapté mon offre, je dois aussi réfléchir à quel est le business model le plus adapté à ce segment-là. On peut avoir plusieurs business models dans le cadre d'une seule activité. Le deuxième point important à prendre en compte quand on réfléchit business model, c'est de s'assurer de la viabilité financière de sa société et de son projet, de sa start-up. Et pour ça, la première chose à faire, c'est réfléchir à l'investissement initial. Il faut toujours que l'investissement initial soit le plus raisonnable possible, essayer de partir et de crédibiliser notre projet avec le minimum d'investissement pour pouvoir le rentabiliser le plus rapidement possible. Donc, le retour sur investissement doit être assez rapide. Et donc, la réflexion autour de mon business model doit me permettre d'assurer ce retour sur investissement rapide. Il ne faut pas que ça s'étale sur plusieurs années parce que déjà, les investisseurs qui vont mettre leur argent pour investir avec vous éventuellement vont demander un retour sur investissement assez clair. Un retour sur investissement pour une startup doit être assez rapide de préférence. Et donc, faire attention à ce que l'investissement, qu'il y ait une adéquation entre mes revenus et l'investissement initial que je vais faire. Si l'investissement initial est trop important, mais que le business model va générer des revenus qui ne sont pas forcément importants les premières années, il faut faire attention à cette inadéquation-là et faire en sorte à ce que le retour sur investissement soit assez rapide. Dans le cadre de cette réflexion-là, un des éléments importants, c'est la structuration entre les coûts fixes et les coûts variables. Les coûts fixes sont les coûts que j'ai indépendamment du volume d'activité que je vais avoir. C'est-à-dire que je vende un seul produit ou 1000 produits, les coûts fixes vont être plus ou moins les mêmes. Je pense que la notion de coût fixe doit être quelque chose que vous maîtrisez dans le cadre de votre réflexion autour du business model. Et donc, les coûts fixes, c'est les loyers, c'est les salaires des gens qui sont là indépendamment du volume d'activité. Par contre, les coûts variables sont les coûts qui varient, justement, d'où leur nom, en fonction du nombre d'unités que je vais vendre. Si je produis 10 produits, 10 solutions que je vais vendre, ça coûtera peut-être un peu plus cher. J'ai un coût variable par produit et du coup, j'ai besoin de coûts supplémentaires si je produis plus de produits. Donc, à partir de là, la répartition entre les coûts fixes doivent être au minimum, surtout au démarrage. Et mes coûts variables vont être variables en fonction des unités que je vais vendre. Donc, ce n'est pas grave si mes coûts variables sont importants à partir du moment où le prix de vente de mon produit peut couvrir mes coûts variables. Et donc, il faut limiter mes coûts fixes au démarrage. Et ça fait partie un peu de la réflexion autour de l'investissement initial. Il faut limiter mes coûts fixes au démarrage, se contenter d'avoir plutôt des coûts variables qui dépendent un peu des quantités vendues, de manière à ne pas trop prendre de risques et à ce que mon break-even, ce qu'on appelle mon break-even, le nombre d'unités qui vont permettre d'être à l'équilibre, le nombre d'unités à vendre qui vont me permettre d'être à l'équilibre, soit un nombre raisonnable pour éviter de me retrouver dans une situation financière compliquée dès le démarrage. La génération de la trésorerie aussi doit être quelque chose de maîtrisé et de viable. Donc, il faut maîtriser son fonds de roulement, et surtout son besoin de fonds de roulement. Le besoin de fonds de roulement, c'est un peu la partie stock, client et fournisseur de mon bilan. C'est-à-dire que je vais essayer de minimiser mes stocks parce que c'est de la mobilisation de trésorerie. Je vais essayer de faire en sorte de payer mes fournisseurs le plus loin possible et d'être payé par mes clients le plus rapidement possible. Et ça me permet de réduire rapidement mon besoin en fonds de roulement et du coup de réduire mon besoin en cash au démarrage pour pouvoir assurer sa viabilité financière. Ça serait dommage de démarrer, d'épuiser toutes ces ressources financières et de se retrouver dans un état où le business model n'a pas encore été mis en place correctement et la génération de cash n'est pas encore suffisante pour maintenir la société en vie.
Le troisième point important, c'est de trouver les moyens de mettre en œuvre son modèle économique. Et une des parties importantes dans le cadre de cette réflexion-là, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Bien définir sa chaîne de valeur. Sa chaîne de valeur, vous pouvez regarder, c'est encore porteur. Et c'est quelque chose qu'il a mis en place il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années maintenant, et qui reste quelque chose d'actualité, même dans le cadre de la réflexion d'un projet de start-up. Je vous conseille tous de bien regarder la chaîne de valeur, de bien positionner votre activité et de bien maîtriser quels sont les différents éléments de votre chaîne de valeur et quelles sont les parties que vous allez mettre en place en interne et les parties que vous allez externaliser. Je donne un exemple simple, la livraison, vous allez faire de la livraison à vos clients. Est-ce que la livraison va être faite par des moyens internes? Vous allez avoir vos propres livreurs dans le cadre de la société qui sont payés, ou alors vous allez externaliser cette tâche-là et vous allez faire appel à un prestataire externe qui va s'occuper, lui, de la partie livraison. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu dans le cadre de cette réflexion-là, qui sont d'éléments de coût, d'éléments de prestation de service aussi. Et vous ne pouvez pas assurer la qualité de la prestation que va faire quelqu'un d'externe. Par contre, vous maîtrisez la vôtre. En termes de coût, généralement, ça coûte plus cher de l'avoir en interne. Après, ça dépend du volume d'activité. Donc, tous ces éléments-là sont à rentrer dans le cadre de la réflexion autour du business model. Se dire où est-ce que je vais positionner mon projet par rapport à ma chaîne de valeur, quels sont les éléments que je vais faire en interne et quels sont les éléments que je vais faire en externe et comment les assurer et comment maîtriser les coûts relatifs à toute cette partie-là. Le quatrième point, c'est toujours réfléchir à un modèle durable, prendre en compte son environnement. Il y a ce qu'on appelle le PESTEL, qui est quelque chose d'assez important à prendre en compte, faire attention à tout ce qui est évolution technologique, réglementaire autour de l'activité qu'on est en train de mettre en place. C'est des éléments importants qui vont assurer ou pas la durabilité de mon projet. Il faut anticiper des éventuelles évolutions technologiques ou des éventuelles évolutions réglementaires qui peuvent être bénéfiques, comme ils peuvent être des problèmes, des nouveaux problèmes créés pour notre startup. Donc, il faut toujours faire en sorte que j'analyse mon environnement actuel et mon environnement futur du mieux possible. Ce n'est pas toujours difficile. La période actuelle et la crise sanitaire nous plonge un peu dans une situation où évaluer un peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou les prochains mois est quelque chose d'assez compliqué. Mais pourtant, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Il faut faire super attention à bien planifier, en tout cas à bien mettre en place un business model qui permet d'assurer la durabilité ou la scalabilité de notre projet. Il faut toujours analyser les risques. Les risques existent toujours. Essayer de les anticiper. On ne peut pas éliminer les risques. Il faut juste les connaître, être sûr de bien les anticiper et préparer un plan pour essayer de les mitiger. Qu'est-ce qu'on ferait dans le cas où tel élément arriverait ou tel élément n'arriverait pas ou que tel truc se retarde de quelques mois. On attend la sortie d'une loi qui va autoriser quelque chose et on se base sur ça. Si elle ne sort pas dans les 3 mois qui viennent, qu'est-ce que je fais, comment je m'organise, etc. Tout ça fait partie aussi de la réflexion à avoir autour de son business model et de la structuration financière en général de son projet. Donc, pour conclure un peu, un business model doit être évolutif. Il doit être adapté en permanence. Il faut qu'il reste fidèle à l'histoire de l'entreprise, fidèle à l'histoire de la start-up, à ses atouts, aux atouts de la start-up. Il faut toujours capitaliser sur ce qu'on a, sur les forces qu'on a. Il faut connaître ses faiblesses ou ses points faibles de manière à pouvoir les améliorer et travailler dessus au fur et à mesure que le projet avance et capitaliser sur son savoir-faire parce qu'il faut toujours essayer, dans le cadre de la réflexion ou aussi du business model, de mettre en place ce qu'on appelle les barrières à l'entrée pour se protéger un peu de la concurrence actuelle ou future, éviter que le fait que le marché, qu'on démontre qu'il y a un marché sur quelque chose, attire d'autres concurrents. Et si on ne met pas les bonnes barrières à l'entrée, les concurrents peuvent s'engouffrer dans le marché qu'on a créé ou dans le segment de marché qu'on a créé. Et à partir de là, se retrouver dans une situation compliquée parce qu'on a créé un marché et qu'on n'arrive même pas à le rentabiliser. On a fait l'investissement, on a tout mis en place et puis c'est un concurrent qui vient un peu récolter les fruits de tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a créé. Merci pour votre attention. J'espère que ça a été clair. J'ai essayé de faire rapide, mais en essayant de passer un peu les points importants autour du business model. On a encore un peu de temps, on a encore une petite dizaine de minutes, je pense. Donc, je vais vous laisser un peu la
la parole. J'ai laissé rendre la parole au studio. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis à l'écoute pour répondre à certaines questions d'entre vous.